Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce soir pour un nouveau webinaire consacré au private equity. Ce soir, j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire avec Paul Gaudry, responsable relations partenaires chez Apax. Bonsoir Paul. Bonsoir Jean-Olivier, bonsoir à toutes et à tous. Alors le format se veut différent de nos webinaires antérieurs. Il se veut avec beaucoup là aussi d'interaction, poser des questions. Vous avez la possibilité de nous poser des questions en direct. On y répondra à la fin du webinaire. On va ce soir vraiment revenir sur les contours du private equity et surtout sur l'histoire finalement du private equity et ses origines et comment ça fonctionne. Et on va essayer de vous donner toutes les clés ce soir qui vont vous permettre de pouvoir demain reconnaître une offre en private equity, savoir ce que c'est, comment ça marche, etc. Et on va rentrer vraiment dans le moteur du private equity. Alors, je vous souhaite à tous un très bon webinaire et on va de suite démarrer avec tout d'abord le programme que nous allons retrouver, puisqu'on va le faire en 3 étapes. On se retrouvera avec Paul 3 fois sur le private equity. Donc, ce soir, c'est l'introduction. On va parler donc des actifs non cotés, on va soulever le moteur, on va regarder comment ça fonctionne. Ensuite, on fera un deuxième webinaire dans quelques semaines sur les véhicules qui vous permettent d'investir en private equity en direct au travers des contrats d'assurance vie, PER, etc. Et puis, le troisième webinaire, ça sera l'occasion de réellement rentrer dans le moteur, dans le regarder Apax, notre partenaire ce soir dans le private equity, de manière à pouvoir regarder entre autres le FCPR APO. On reviendra sur ce véhicule qui est un véhicule tout à fait adapté aujourd'hui au véhicule qu'Eparnissimo propose. Alors pour revenir sur aujourd'hui sur notre structure Eparnissimo, nous on existe depuis plus de 10 ans aujourd'hui, on a été créé en 2010, on a une communauté de plus de 2500 clients aujourd'hui, on est une société totalement indépendante capitalistiquement, ce qui est rare sur le marché à l'heure actuelle. Et on est filiale d'un groupe de gestion privée qui aujourd'hui se développe de manière importante depuis ces 10 dernières années. Comme je viens de vous le dire, et comme vous le savez, Eparnissimo, c'est 2 axes de développement, 2 axes au travers de l'offre que nous proposons, une offre assurantielle, assurance vie, et une offre épargne retraite avec le PER, le plan d'épargne retraite, qui est un produit qui est devenu au fil des années un produit de plus en plus incontournable. La particularité, bien évidemment, c'est de vous offrir des frais très compétitifs adaptés au marché de l'Internet, la diversité des supports financiers, ce soir focus sur le private equity, et plusieurs modes de gestion au travers de la gestion pilotée, de la gestion libre, gestion à horizon pour les contrats retraite, et on accompagne tous nos clients au fil des années sur toutes les questions qu'ils peuvent nous poser. Alors, comme je le disais en introduction, on est ravis d'avoir Paul ce soir, Paul Gaudry, qui représente donc la maison Apax. On va revenir donc à la fois sur son parcours, ce qu'il a fait, et puis également il va nous présenter Apax, qui est la maison, on va dire l'historique, la maison la plus ancienne du private equity en France. Et donc, qui de mieux que Apax et Paul pour vous présenter ce soir et parler du private equity. Paul, je t'en prie, je peux te présenter et on reviendra sur Apax juste derrière. Écoute, avec grand plaisir. Déjà, un grand merci à toute l'équipe Eparnissimo de m'avoir convié pour participer à ce premier épisode d'une belle série, mieux qu'une série Netflix. Comme tu le disais très justement, Jean-Olivier, donc moi j'ai intégré les équipes d'Apax il y a un peu plus d'1 an désormais pour interagir avec nos partenaires distributeurs, dont Eparnissimo fait partie, afin de vous proposer donc des solutions en pure private equity, que vous puissiez les intégrer dans vos allocations, déjà bien comprendre de quoi on parle, et les intégrer dans vos allocations, soit en direct, soit les véhicules que tu citais, via notamment les contrats distribués par les assureurs vie français. Et donc, j'ai découvert, moi, cette industrie du private equity en étant moi-même entrepreneur il y a quelques années. Et je suis ravi d'avoir intégré les équipes d'Apax qui, comme tu le citais, est pionnier depuis 1972 dans le private equity en France. Et on investit dans des entreprises passionnantes. Et je suis ravi de pouvoir vous partager un peu ce que nous faisons à travers ces 3 épisodes. Merci Paul. Alors pour le coup, ce que je propose, c'est publier un premier sondage pour rentrer dans le vif du sujet, puisque là on va rentrer directement derrière. Alors le premier sondage, c'est est-ce que vous avez déjà investi dans le private equity, voilà, pour connaître un petit peu votre sensibilité et voir si oui ou non vous avez déjà investi. Donc vous pouvez y répondre là en direct et ça nous permettra de savoir si oui ou non. Ah ben là c'est équilibré.
Voilà, on est plutôt sur oui, non. Ah, c'est très équilibré. Bon, donc on va y répondre. Alors, j'ai un deuxième vote à vous soumettre. Comme ça nous permet de connaître un peu votre appétence, votre connaissance du private equity avant de démarrer vraiment ce webinaire et de rentrer dans le vif du sujet. Alors, quels aspects du private equity vous semblent plus risqués aujourd'hui? Alors, voilà, le manque de liquidité, le risque de perte en capital ou la complexité des investissements. Voilà. Très bonne Donc question. là aussi, c'est très équilibré. C'est très équilibré, sachant qu'on peut répondre à plusieurs questions, à plusieurs réponses en même temps. Ah oui, c'est vraiment très équilibré. Alors, j'ai une dernière question avant de rentrer dans le vif du sujet. Dernière question sur quels sont les secteurs qui ont le plus de potentiel en private equity d'après vous? Hop, la tech et le télécom, c'est ce qui sort en premier. Ça permet d'avoir vraiment une vision totale. Ok. Bon, donc, si je résume, on est quand même à peu près équilibré. Paul, donc on va avoir un challenge ce soir. Super challenge de compréhension, de vous donner vraiment les clés du private equity, de vous donner également et de répondre à toutes vos questions. Donc, on rentre de suite dans l'introduction du private equity et concrètement aujourd'hui, on dit quand on investit dans le private equity aujourd'hui, on investit dans l'économie réelle. Bon, maintenant, une fois qu'on a dit ça, c'est intéressant, c'est bien, mais il faut comprendre quels sont aujourd'hui les dispositifs, les enveloppes, les secteurs sur lesquels on peut investir. Donc, est-ce que tu peux revenir, Paul, sur les différences qui existent dans le private equity et quels sont les véhicules sur lesquels on peut investir, ou en tous les cas sur les sous-jacents, sur lesquels on peut investir? En effet, c'est primordial de bien comprendre de quoi on parle. Dans la presse spécialisée ou moins spécialisée d'ailleurs, on voit que depuis quelques années, on parle d'une démocratisation du private equity chez les investisseurs privés. C'est souvent un terme qui est galvaudé. On parle souvent en fait des actifs non cotés. Et là, en fait, si on prend le parallèle avec les marchés cotés qui sont beaucoup plus connus du grand public, des investisseurs, en fait, il y a deux manières de soutenir un actif non coté. Soit on va investir en capital. Sur les marchés financiers, j'achète une action L'Oréal, par exemple, je deviens actionnaire. Là, dans le private equity, au sens littéral du terme, je vais devenir actionnaire d'une société, cette fois-ci, qui n'est pas cotée sur les marchés financiers. Mais je peux aussi soutenir le tissu non coté en bourse, exactement comme on a l'habitude de le faire avec les obligations. Là, on va parler de dette privée. À défaut d'être actionnaire, je peux être créancier. Je peux prêter de l'argent à une société qui n'est pas cotée en bourse. Et là, je deviens créancier, je touche un coupon qui est fixé à l'avance pour rémunérer le risque que je prends. Donc, exactement comme ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément le private equity, ils ont peut-être l'habitude des marchés financiers, actions ou obligations. C'est exactement la même chose, sauf que ce n'est pas coté. Deux manières d'investir dans un sous-jacent en capital ou en dette. Et après, on peut financer plein de choses dans le non-coté. Le plus connu, c'est l'entreprise, mais il n'y a pas que ça. Il y a des infrastructures, des panneaux solaires, des éoliennes, un nouveau pont, un nouveau terminal d'un aéroport. Donc, c'est du tangible. C'est une autre classe d'actifs. Et puis, il y a une troisième classe d'actifs que nos auditeurs connaissent peut-être mieux, c'est l'immobilier. Typiquement, un club deal, un pool d'investisseurs qui décident d'acheter ensemble un immeuble au centre de Toulouse, de le réhabiliter pour le revendre avec une plus-value. Donc, finalement, en tant qu'investisseur, si je souhaite soutenir le non-coté, investir dedans pour plein de raisons qu'on va aborder dans un instant, il est important de savoir que je peux financer différents types d'actifs et je peux investir différemment en capital et ou en dette, sachant que tout l'écosystème est extrêmement corrélé. Les fonds de private equity travaillent avec les fonds de dette privée pour financer des opérations en commun, etc., etc. Et ça, c'est important, je pense, de prendre de la hauteur. C'est souvent galvaudé, on raisonne plus en termes de non-coté que de private equity. C'est très clair, Paul. En tous les cas, aujourd'hui, quand vous allez analyser une offre et savoir si vous voulez ou pas investir dedans, il va d'abord donc falloir regarder si vous investissez pour finalement être actionnaire ou si vous allez être prêteur finalement d'argent. Donc, à gauche, vous serez sur le slide privé, en private equity. À droite, c'est dette privée. Et puis après, le sous-jacent. Est-ce que j'investis dans des entreprises qui, elles, bien sûr, ne sont pas cotées, ou est-ce que je finance des infrastructures ou de l'immobilier? Tu as été très, très clair. Et je pense que c'est clair pour tout le monde.
Et je pense qu'on peut préciser qu'en fonction de la classe d'actifs et du sous-jacent, bien sûr, c'est pas le même niveau de risque, c'est pas la même durée à conserver en portefeuille, etc., etc. Donc, c'est important de bien comprendre ces notions. C'est une certitude. Et c'est pas non plus ce qu'on appelle dans le jargon du private equity le TRI cible n'est pas forcément le même quand on est sur la partie dette que sur la partie equity. Absolument. Ça nous permet de faire le lien avec ce deuxième point de cette deuxième présentation, qui est la partie finalement à quel moment je finance le private equity ou la dette pour le coup, sachant que quand on regarde, plus on va se situer à gauche du graphique et plus on est en amont de la phase de l'entreprise, donc plus on prend de risques, entre guillemets. Alors ça ne veut pas dire que pour autant il n'y a pas de risque sur les autres phases, mais on est sur des sociétés plus matures. Plus on avance, plus on est société mature. Bien évidemment, quand on parle par exemple de capital transmission, vous le voyez, c'est la troisième partie du graphique. Il est évident que quand on parle de transmission, c'est je veux transmettre mon entreprise, comment je fais, comment je m'organise. Donc, ça veut dire que c'est déjà une entreprise très mature et qui a certainement un marché aujourd'hui économique opérationnel. Donc, aujourd'hui, est-ce que tu peux revenir sur ces différentes phases de l'investissement dans le private equity et revenir peut-être sur la phase de risque, parce que ça, je viens de l'aborder, mais peut-être que tu l'aborderas un petit peu différemment et surtout peut-être un petit peu plus en profondeur. Non, c'est très bien. Donc là, en fait, on est vraiment en effet entonnoir. Là, on se focalise sur le private equity. Il y a un message clé qu'il faut retenir. À chaque phase de maturité d'une société correspond un actionnaire plus ou moins compétent, plus ou moins pertinent à intégrer au capital. Si on prend le capital risque, souvent on assimile le private equity aux startups, par exemple. J'investis dans des startups. Là, on est vraiment dans le venture capital, le capital amorçage, le capital risque. Première phase, j'ai une idée, pas forcément du chiffre d'affaires, encore moins de bénéfices. J'ai besoin de fonds pour structurer mon activité, faire ce qu'on appelle une preuve de concept. Est-ce que mon produit ou mon service a un public? Est-ce qu'il y a un avenir? Et là, souvent, il y a un chiffre en France, c'est qu'une startup, son espérance de vie, c'est 3 ans. Il y a beaucoup de sociétés qui passent pas le cap des 3 ans. Celles qui parviennent à passer ce cap, c'est déjà une vraie prouesse. Donc là, le capital risque, c'est sur le papier passionnant. Il y a plein de choses à inventer. Il y a beaucoup de rendement à espérer, mais il y a aussi un taux de casse qui peut être plus élevé. Donc là, le couple rendement-risque, il est, je dirais, assez important. La phase numéro 2, capital développement, la startup devient grande, elle peut devenir déjà rentable souvent, et la preuve de concept a été réalisée, il y a du chiffre, parfois du bénéfice, il y a un marché potentiel à conquérir. Là, on va faire appel à un autre carnet d'adresses, à un autre actionnaire pour apporter d'autres ressources à l'entreprise. Et la phase la plus mature dans notre écosystème, c'est le capital transmission. Nous, on ne fait que ça chez Apax, typiquement. On s'intéresse à des sociétés leaders dans leur secteur, rentables, impérativement, avec un management soit qui part de l'entreprise, mais très souvent, en fait, on rachète une entreprise et on garde le management. C'est ça qu'on aime aussi, c'est qu'un chef d'entreprise connaît mieux son entreprise que personne. Donc nous, on adore faire un partenariat, une sorte de mariage, je dirais, dans la durée, avec un entrepreneur, non pas qui part, mais qui reste. Mais en effet, capital transmission, on pourrait penser que c'est impérativement un management qui part et qui cède son entreprise. C'est pas tout le temps le cas. Ça peut être le cas, mais c'est pas tout le temps le cas. Nous, on adore faire un mariage et bien sûr poursuivre l'aventure avec l'équipe actuelle. On mise avant tout sur une équipe dans le private equity. Et puis, il y a des fonds spécialisés. C'est plutôt anglo-saxon. On n'en a pas parlé, mais c'est des fonds de retournement. Des belles sociétés qui traversent une phase de difficulté. Là, l'idée, c'est de redresser la barre. Et donc, il y a des sociétés spécialisées dans cette activité-là. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une société qui démarre son activité n'a pas les mêmes besoins d'actionnariat qu'une société qui est un peu plus mature, qui a encore pas du tout les mêmes besoins qu'une société de taille intermédiaire qui est valorisée plusieurs centaines de millions d'euros. Et il faut être compétent à chaque stade de maturité. C'est pour ça qu'il y a une profondeur du marché sur le private equity qui est vraiment importante. Donc, investir en private equity, ça veut à la fois tout et rien dire. Est-ce que je finance des startups? Est-ce que je finance des sociétés qui sont très matures, qui peuvent être valorisées 1 milliard d'euros? Donc, c'est vraiment hyper important de comprendre la profondeur du marché et les verticales qu'on peut adresser dans ce marché-là. Donc, à partir de maintenant, vous savez, d'une part, vous savez déterminer si vous investissez dans des actions ou si vous investissez dans des obligations, dans de la dette privée. Vous savez qu'on a 3 secteurs sous-jacents, au moins 3 thématiques qui peuvent être assez grandes, c'est l'entreprise, les infrastructures ou l'immobilier. Ensuite, dans le cycle de l'entreprise, vous venez de le voir, capital risque, capital développement, capital transmission, on est très clairement aujourd'hui capable d'identifier quels sont les niveaux de risque et quelles sont les sociétés sur lesquelles vous allez avoir le plus de maturité.
Donc, très clairement, aujourd'hui, quand vous investissez en private equity, entreprise, et que vous êtes en capital transmission, mécaniquement, vous êtes sur les entreprises qui sont plus matures et qui fonctionnent mieux. Si vous êtes sur l'infrastructure et de la dette, par exemple, voilà, c'est des choses qui sont un petit peu plus, j'allais dire, un peu moins risquées, pour employer un bon terme, un peu moins risquées, et qui permet d'avoir une différenciation. Donc, là aussi, vous, dans votre investissement, faites attention à bien diversifier vos investissements en private equity ou en non-coté. Je vais plutôt employer le terme de non-coté. En non-coté, diversifiez vos investissements, diversifiez les classes d'actifs et les stratégies. Ça vous permettra également d'avoir finalement une dilution et une réduction du risque. Absolument. Alors, ce qui est très intéressant, et c'est pour ça qu'on parle de non-coté, on parle d'investissement dans l'économie réelle, c'est que les entreprises aujourd'hui, les sociétés de gestion qui investissent et qui accompagnent les investisseurs d'un côté, accompagnent les entreprises de l'autre. D'accord ? C'est là où c'est important de comprendre que finalement, vous êtes le carrefour, vous êtes la rencontre entre un entrepreneur, une équipe dirigeante qui va avoir besoin de vous pour aller chercher des capitaux sur le marché, du non-côté, et de l'autre côté, des investisseurs qui, eux, veulent du rendement et veulent accompagner. L'entreprise, la société de gestion, elle va être au milieu, au carrefour, et elle va accompagner la transformation de l'entreprise. Je pense que tu peux y revenir et peut-être rentrer en détail sur ce qu'on voit là. Non, c'est très clair. En effet, ce qui est passionnant dans l'univers du private equity, c'est que notre thèse, nous typiquement chez Apax, on est convaincus que dans le contexte actuel, un bon fonds de private equity qui va être capable de délivrer de la performance pour ses investisseurs, c'est un fonds, une équipe d'investissement qui va être capable d'accompagner d'un point de vue opérationnel l'entreprise. C'est pas uniquement un chèque qu'on fait à l'entreprise, on se dit rendez-vous dans 5 ans, on voit ce que ça a donné. L'idée, comme je le disais tout à l'heure, faut pas avoir peur des mots, on peut employer le terme de mariage. C'est un mariage, alors sauf qu'on a une durée de fin qui est en général à 4-5 ans dans l'univers d'un cycle d'un LBO. Mais l'idée, c'est vraiment d'accompagner. Et finalement, c'est une industrie qui a prouvé qu'il y avait des facteurs clés de succès, puisqu'on va mouiller le maillot aux côtés du management sur des sujets très, très précis. On peut penser tout d'abord à la croissance externe. Il y a des sociétés qui sont leaders dans un secteur. Il n'y a pas de leader au niveau national ou international. Bah, pourquoi pas faire de la croissance externe en rachetant, donc dans le jargon, on fait des build-up, on rachète des concurrents au niveau national, international. Ça permet à des PME d'être présents sur différents continents d'un coup d'un seul. Donc, il y a des choses très précises, très opérationnelles que le fonds d'investissement se propose de faire aux côtés du management, non pas parce qu'il le fait mieux, mais l'idée, c'est de dégager un maximum de temps et de bande passante au management de l'entreprise pour qu'elle soit vraiment consacrée, dédiée à sa mission. Le fonds d'investissement qui l'accompagne est là pour la soulager sur des sujets comme la croissance externe, la consolidation du marché, comme la gouvernance. Là, c'est passionnant, c'est que le private equity, s'il y a une chose à retenir à ce stade-là, c'est l'alignement d'intérêts. Lorsque vous investissez, ce qui est notre cas typiquement chez Apax, en étant actionnaire majoritaire d'une société non cotée, bien évidemment, on siège au conseil de surveillance, on est présent dans toutes les décisions opérationnelles, donc finalement, on maîtrise un tas de sujets qu'il est bien évidemment impossible de maîtriser lorsqu'on est ultra minoritaire dans une société qui est cotée en bourse, où à part voter aux AG, finalement, on n'a pas vraiment de pouvoir de décision, si je puis dire. Dans le private equity, on est vraiment au cœur, je dirais, de ce maillage entre l'équipe de management et nos investisseurs. Donc, c'est vraiment un partenariat où tout le monde est dans le même bateau, si je puis dire. Et aujourd'hui, il est inconcevable de gérer une entreprise, d'investir dans une entreprise sans regarder les aspects extra-financiers, sans pour autant être fonds article 9 dans la hiérarchie de si je prends en considération peu ou beaucoup les éléments extra-financiers. Nous, typiquement, on se situe dans le haut de la fourchette, mais on n'est pas forcément les plus draconiens, on n'est pas article 9, on est la jauge en dessous, article 8. Ceux qui connaissent un peu cette hiérarchie entre les 3 niveaux, articles 6, 8 et 9, ça veut dire qu'on n'est pas rigoureux à investir uniquement dans les sociétés qui sont les mieux disantes sur l'empreinte carbone, etc. En revanche, ce qui est certain, c'est que tant que nous serons actionnaires d'une société, on va l'accompagner sur ces sujets extra-financiers qui sont primordiaux. Primordial parce que ça donne du sens déjà à l'investissement fait par nos investisseurs. Primordial parce que si on est pragmatique pour revendre une société dans 4 ou 5 ans, si on n'a pas du tout pris en considération ces sujets au départ, la liquidité, je dirais, l'attractivité de l'actif sur le marché sera moindre.
Donc, que ce soit par conviction ou par simple opportunisme, si je puis dire, l'extra-financier, le ESG, aujourd'hui, c'est un pilier dans le private equity. Nous, on adresse ce sujet de manière très sérieuse avec une équipe dédiée en interne qui accompagne toutes nos sociétés sur 9 chantiers à chaque fois. On y reviendra peut-être plus tard. Donc ça, je dirais que c'est aujourd'hui, le cœur du réacteur, il est là. Et c'est un peu les facteurs clés de succès qui font que le private equity marche aussi bien, je dirais, sur les quelques dizaines d'années. Ok, Paul. Moi, ce que j'ai envie de retenir en résumé, c'est qu'en fait, une société aujourd'hui comme Apax, quand elle accompagne une entreprise, elle l'accompagne surtout, elle est capable de l'accompagner sur des reportings financiers, elle est capable de l'accompagner sur la connaissance du marché, mettre à disposition un réseau d'équipes dirigeantes voilà, pour faciliter les business et les deals. Donc, ça permet vraiment finalement d'accélérer le développement de l'entreprise. Complètement. Derrière, ce qui est important, c'est de comprendre que grâce à cet investissement dans l'économie réelle, ça permet d'avoir un potentiel de rendement attractif. Ça permet d'avoir moins de volatilité parce que bien évidemment, comme les entreprises sont non cotées, comme son nom l'indique, on n'a pas une cotation quotidienne. Donc finalement, tout ce qui est, on va dire, tout ce qui peut être parasite dans les marchés cotés, comme le trading à haute fréquence, comme les ordinateurs, comme le bruit qui pourrait y avoir à certains moments sur le marché, n'a pas d'influence sur le private equity. Et ça, c'est aussi un point très important. Et c'est pour ça qu'il y a moins de volatilité qu'en bourse. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il y a moins de risques. Mais c'est pour cette raison-là qu'en fait, on n'a pas finalement toute cette dilution du risque qu'on va avoir dans les marchés cotés. Donc, sans trop revenir dessus, parce que c'est vrai que le temps passe rapidement, Paul, et qu'on est on est passionnés tous les deux par cet univers et par notre univers. Et il y a d'autres choses à dire sur le private equity, mais est-ce qu'on est d'accord là-dessus, hein? Complètement. J'ai rien à rajouter, tu as été très complet. Et je crois que ce qui est important, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, vous voyez, il y a un vrai marché aujourd'hui sur le private equity et sur le non-coté en France. Il y a plus de 7600 entreprises aujourd'hui qui peuvent être intéressées par des structures de private equity pour accompagner les dirigeants. Alors, ça se fait à plusieurs niveaux, hein. Il y a les fonds d'investissement comme Apax qui, bien évidemment, vont être, on va dire, en lien direct sur une thématique qui est donc, on l'a montré juste avant, le capital transmission. Mais vous pouvez avoir des clubs, par exemple, en région de business angels qui vont investir sur des petites boîtes en développement et qui vont être sur de l'amorçage. Voilà, donc en fonction de la thématique que vous allez faire, vous n'allez pas avoir le même niveau de risque et le même niveau d'entreprise. Donc ça, c'est intéressant de voir qu'il y a un vivier très important en France. Il y a des boîtes aussi, il y a des structures qui sont très importantes en France et qui ont décidé de ne pas être cotées. D'accord? Ça aussi, il faut comprendre, par exemple, que certaines sociétés, alors moi, je vais citer une boîte, par exemple, assez traditionnelle, qui certes, n'aura certainement pas besoin d'un accompagnement sur le private equity, mais par exemple, une boîte comme Hermès n'est pas cotée aujourd'hui. Donc, voilà, ça fait partie des structures qui font partie, qui sont en dehors de la cote et qui ont décidé de finalement financer leur développement différemment. Et ce qui est intéressant, peut-être pour compléter, c'est que aujourd'hui, je regardais, il y a à peu près 1000 sociétés en France cotées en bourse. On va dire qu'il y en a quasiment 8 fois plus, rien qu'en France, hein, non cotées. Donc en fait, ne pas regarder le private equity, c'est se priver quand même une bonne partie du marché de l'entrepreneuriat. Et je dirais même qu'il y a une tendance actuelle, il y a beaucoup de sociétés qui quittent les marchés financiers pour devenir non cotés. Ils profitent de valorisations assez basses, parce que la bourse a été quand même assez malmenée ces derniers temps, même si elle a bien rebondi. Mais certaines sociétés préfèrent sortir de la cote pour plein de raisons, notamment la complexité, la régulation qui est imposée aux sociétés cotées en bourse. Donc aujourd'hui, on dirait qu'il y a un Eldorado ce qu'on appelle des IPO, des introductions en bourse. Aujourd'hui, c'est un peu l'effet inverse. Alors, on va avoir un slide qui va intéresser beaucoup nos auditeurs ce soir. C'est pourquoi on investit dans le private equity et on va parler un peu de performance, puisque souvent, en fait, là aussi, c'est pareil. On est souvent, on a souvent des échanges avec nos clients sur le rendement, la performance, comment ça marche. Voilà, on n'investit pas non plus au travers du private equity, même si les taux de rendement sont élevés. C'est pas du livret A, c'est pas régulier, c'est pas voilà. Donc aujourd'hui, il est clair, Paul, que les performances annuelles sur le private equity depuis 10 ans, voire 15 ans, sont même impressionnantes. Et pourquoi de telles performances? Comment ça fonctionne? Quels sont les moteurs de performance aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous le résumer? Allez, en 2 minutes.
Parfaitement. Alors déjà, premier élément à avoir en tête, la performance passée ne préjuge en rien de ce qui se passera demain. Et c'est quand même intéressant de voir que sur un cycle de 10 ans, 2013-2023, sur la partie gauche du slide, on voit que l'univers global du private equity, du capital investissement, a performé et même surperformé d'autres classes d'actifs. Capital investissement, c'est à la fois les startups, le capital développement et le LBO. Hein. Donc c'est tout mélangé. Après, si on saucissonne, c'est un peu dispersé. Mais au global, le private equity surperforme les marchés cotés parce que c'est coté, je dirais, de manière beaucoup moins fréquente. Hein. Une société non cotée, on va regarder son prix 2 fois par an. Là, une société cotée en bourse, tous les jours, ça varie. Par rapport à l'immobilier, bref, tout un tas de classes d'actifs que connaissent nos auditeurs parfaitement. Alors, pourquoi ça marche aussi bien? Comme je disais, en fait, finalement, on voit qu'il y a des facteurs clés de succès qui ont émergé. Lorsqu'on investit dans une société en non cotée, déjà, ça prend du temps. Nous, en moyenne, lorsqu'on décide chez Apax, par exemple, d'investir dans une société, je vous le disais, on va être majoritaire, on va être très spécialisé dans les secteurs qu'on regarde. On n'investit que dans la tech et dans les services, par exemple. Et en moyenne, ça peut prendre 12, 18 mois de convaincre un entrepreneur de rentrer au capital. En 12, 18 mois, vous avez le temps, je dirais, de faire une étude complète sur la société, l'équipe de management, le marché, la croissance potentielle. Bref, on fait ce qu'on appelle une due diligence, une étude préalable qui est vraiment menée, je dirais, avec des conseils parfois externes. On regarde vraiment le sujet et ça prend du temps. Donc, je dirais qu'il y a une sélectivité d'une part, un grand investissement, un grand, je dirais, accompagnement au quotidien. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Hein, d'un point de vue opérationnel, c'est pas uniquement un chèque qu'on fait au management, c'est un accompagnement dans la durée pour l'accompagner sur plein de sujets très opérationnels. Et puis la maîtrise du timing. Nous, quand on est actionnaire majoritaire d'une société, on décide de beaucoup de choses, notamment une, quand est-ce qu'on vend. Et ça, je dirais que ça a beaucoup de vertus. C'est que lorsque le cycle peut se retourner, si on estime que c'est pas le meilleur moment de vendre l'actif parce que le multiple n'est pas le meilleur, on pense qu'il y a un potentiel énorme demain, la maîtrise du timing et je dirais un alignement d'intérêt global entre l'investisseur, nous, société de gestion, et le management qu'on finance, finalement, c'est, je dirais, pour résumer, certains, voire quasiment tous les facteurs clés de succès que le private equity a pu, je dirais, faire émerger depuis sa création aux États-Unis, depuis quelques dizaines d'années en Europe. Au final et en résumé, on peut dire que vous êtes libre à l'entrée et libre à la sortie. Hein, on est d'accord, à la fois pour le timing d'entrée et à la fois pour le timing de sortie. Merci pour cette explication sur les performances et de la manière dont on construit les performances dans le private equity. Je pense que c'est assez clair. On va juste faire un focus très rapide sur les volumes. On voit que les volumes, bien évidemment, sont en train de s'envoler. Alors sur 2023, il y a un petit peu moins, on a un petit volume qui est un petit peu baissé. Il y a aussi une configuration de taux d'intérêt qui fait qu'à un moment donné, il peut y avoir un impact sur les volumes sur le private equity. Mais on voit qu'en stock, par contre, le stock aujourd'hui des montants investis par les particuliers s'envole. Et ça s'envole depuis la loi Pacte, depuis l'avènement de la loi Pacte. Et on voit que réellement, ça se développe fortement. Et l'assurance vie, bien évidemment, n'y est pas étranger. On sait que l'assurance vie aujourd'hui, c'est quand même le placement préféré des Français avec le PER. Et donc, aujourd'hui, on a des volumes qui sont en train de devenir assez significatifs depuis 3-4 ans. Et il y a une offre en assurance vie aujourd'hui et en PER qui devient de plus en plus importante pour les investisseurs et les clients au travers de leurs enveloppes assurantielles ou PER. On est à x5 sur les montants investis en 10 ans, hein, quand même, c'est important. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter, Paul, là-dessus? Quelques chiffres pour ceux qui sont passionnés comme nous le sommes. C'est une industrie qui est jeune, le private equity. Hein. C'est beaucoup plus récent que les marchés cotés. C'est une industrie qui, en termes de volume et de montant, c'est grosso modo 10%, un peu plus même de croissance par an depuis 10-15 dernières années. Historiquement, les institutionnels sont très friands et consommateurs de private equity. Et tu le disais, la législation a permis d'élargir le spectre à une classe de ces classes d'actifs à de nouveaux investisseurs, c'est les privés. La loi Pacte, tu en parlais, la loi Industrie verte, nous sommes actuellement en plein dedans. Donc c'est une très bonne chose que de rendre accessible cette classe d'actifs qui était pour beaucoup de raisons, en termes de seuil d'investissement, de moindre liquidité, etc. C'était moins disponible pour les particuliers, mais la donne change. Et avec, je dirais, les bonnes précautions avant d'investir, c'est passionnant de voir qu'aujourd'hui, de la même manière qu'on choisissait son fournisseur pour les actions cotées ou son fournisseur dans les solutions immobilières, aujourd'hui, en private equity,
Il y a les sociétés qui ont pignon sur rue depuis des dizaines d'années, qui font très bien leur métier et qui sont accessibles dans les contrats d'assurance vie et les PER. Ça, je pense qu'il faut se réjouir pour votre profession chez Eparnissimo et pour vous, investisseurs qui nous écoutez. Alors, maintenant, on va rentrer dans les stratégies, la structuration des fonds de private equity. L'idée, c'est pas de rentrer dans la grande technique et de devenir tout d'un coup obscur. C'est pas ça l'idée. Vous avez compris aujourd'hui deux choses importantes. La première, donc, les sous-jacents. Vous avez compris comment ça fonctionne. Vous avez compris aujourd'hui les performances qu'on peut attendre sur le private equity. Et maintenant, il va être intéressant de comprendre pour vous, auditeurs, comprendre en fait comment ça marche très clairement aujourd'hui quand j'investis dans un fonds d'investissement au travers d'une société de gestion, comment ça fonctionne en résumé. Donc, on le voit, la société de gestion, elle va être là pour gérer, elle va être là pour accompagner l'entreprise, elle va sélectionner les entreprises, elle investit en fonds propres au travers des supports d'investissement qu'on peut avoir, vous allez pouvoir soit le faire en direct, parce que oui, le private equity aujourd'hui est accessible en direct. Alors, le non-coté, j'ai toujours un élément de langage, vous voyez, d'utiliser le terme de private equity. Pourtant, tout à l'heure, on a bien parlé d'actifs non cotés, parce que c'est plus générique. Donc, on peut le faire soit en direct, soit au travers de l'assurance vie, soit au travers d'un PER. D'accord. Alors, vous le verrez dans la terminologie aujourd'hui du private equity, on utilise le jargon de LP et d'investisseurs. Donc, les investisseurs s'appellent les LP, les sociétés de gestion des GP. Donc, voilà, General Partner, c'est très anglo-saxon tout ça. Mais aujourd'hui, l'important pour vous, c'est de comprendre qu'en fait, vous déléguez finalement la gestion et la sélection des entreprises au travers d'une société de gestion. Et quand vous investissez au travers de l'assurance vie ou du PER ou en direct, eh bien, vous confiez votre argent à Apax et Apax, lui, va sélectionner des sociétés avec lesquelles il va pouvoir fonctionner. Et soit ça va se faire au travers donc, de l'equity, donc des actions, soit au travers de la dette. Et on l'a vu tout à l'heure parce qu'il peut se passer deux choses. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter, Paul, là-dessus? Il y a une notion qui est primordiale de rajouter. Vous voyez que vous, en tant qu'investisseur, vous êtes considéré comme LPs, Limited Partners. Nous, société de gestion, on est General Partner. En commun, il y a partner. On est associés. On est dans le même bateau et je dirais que d'un point de vue contractuel, les gérants d'un fonds de private equity, qu'on appelle les partners, les associés, investissent à titre personnel dans les fonds qu'ils gèrent. C'est la certitude, si vous me permettez l'expression, le cuisinier goûte sa recette. Ça paraît anecdotique, mais c'est primordial pour comprendre pourquoi est-ce que ça marche. Et il aime sa recette. Et il aime sa recette. Et ça, je dirais que pour un investisseur, de savoir que la société à qui vous confiez votre épargne, elle-même est investie dans les solutions qu'elle vous propose, je pense que ça change quand même pas mal la donne avant de prendre une décision. Donc, mais sinon, tu as parfaitement résumé. Vous confiez votre argent à une société de gestion qui va utiliser cet argent non pas dans une société, et je pense que je terminerai là-dessus, mais dans un véhicule qui va lui-même investir dans plusieurs sociétés afin de bien sûr répartir le risque et de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, si vous me permettez également l'expression. Alors, ce qui est très intéressant en complément de ce que tu viens de dire, c'est que ça va nous permettre de faire le lien avec le fonds APO qu'on présentera lors de notre prochain webinaire réellement. Derrière, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on parle de fonds primaires, de fonds secondaires, de fonds de fonds. Donc là, les thématiques, fonds primaires, c'est très clairement des investissements qui se font sur un premier invest. C'est-à-dire que concrètement, la société de gestion va sélectionner des sociétés et c'est son premier investissement qu'elle fait. Les fonds secondaires sont des fonds en fait de rachat de fonds primaires. Si je schématise, c'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des fois c'est un peu fou, mais oui, parfois il y a des fonds qui ont besoin de liquidité, par exemple, et qui ont besoin de sortir d'un investissement. Et donc, pour sortir de cet investissement, ils vont se retrouver sur le marché du secondaire. Ça ne veut pas pour autant dire que ce n'est pas intéressant. Ça veut simplement dire qu'il y a une opportunité à un instant T. Et l'intérêt pour l'investisseur, c'est qu'il va certainement investir dans un fonds secondaire avec une décote par rapport au marché primaire. Et ensuite, il y a les fonds de fonds qui permettent d'avoir une diversification, mixer des stratégies, mixer du primaire et du secondaire, d'être co-invest. Ça permet vraiment d'avoir quelque chose de complet. Et on a l'illustration d'ailleurs du fonds de fonds, d'accord, qui permet de comprendre comment ça fonctionne, parce qu'à l'intérieur du fonds primaire, on peut avoir de l'innovation, du développement, du capital transmission, on l'a vu tout à l'heure, qui investit eux-mêmes dans les sociétés. Donc, quand on investit dans des fonds de fonds, on a une très, très grosse diversification qui s'offre à nous et on dilue finalement le risque. Donc là, c'est pareil, quand vous choisissez des fonds, quand vous analysez le marché,
il va falloir regarder si vous investissez dans des fonds qui sont spécialisés sur des fonds primaires, s'ils sont spécialisés sur les fonds secondaires ou s'ils sont des fonds de fonds qui mixent finalement un certain nombre de stratégies. Est-ce que tu rajoutes quelque chose, Paul? Non, tu as été très exhaustif. Nous, pour vous situer sur ce slide-là, chez Apax, on ne gère que des fonds primaires. Ça veut dire quoi? C'est que nous avons une équipe d'investissement qui décide de sentir le marché, de trouver des pépites dans lesquelles investir. Donc, on fait ce qu'on appelle des investissements primaires. Pour être plus exhaustif, il y a les fonds primaires, c'est-à-dire qu'on rentre au capital d'une société, donc il faut prendre le temps de trouver l'actif, ça prend du temps, à ne pas confondre avec un LBO primaire que tu citais, où là, un LBO primaire, en effet, c'est la première fois de son histoire qu'une société accueille à son capital un actionnaire professionnel, si je puis dire, en dehors du love money, des copains qui ont pu mettre un peu d'argent au démarrage, etc. C'est structurer, professionnaliser mon capital, mon entreprise, en accueillant pour la première fois un fonds d'investissement. On sent ce soir qu'on a un spécialiste du private equity parce que tu emploies des termes comme love money. Par exemple, on n'est pas venu sur ce terme-là, mais pour nos auditeurs, le love money, c'est tout simplement l'argent de la famille, des gens très proches qui vont vous aider, par exemple, à développer une entreprise, pour démarrer. C'est souvent du capital amorçage, le love money, et on ne le retrouve pas dans le capital transmission, bien évidemment. C'est à cet instant précis. Donc, c'est amusant, à un moment donné, nos excès de langage, parfois, on fait attention pour essayer d'amener nos clients à tout bien comprendre. Ce qui est intéressant, c'est que derrière, on va sauter sur la stratégie d'APO, en fait. D'accord? Parce que derrière, ce qui va être intéressant de regarder sur APO, un fonds de co-invest, d'accord? Et tu vas pouvoir revenir là-dessus pour comprendre comment ça fonctionne et comment fonctionnent les fonds de co-invest. Complètement. Un fonds de co-investissement, c'est un fonds qui a une capacité à se déployer, à s'investir beaucoup plus rapidement. Je vous le disais, trouver une entreprise de qualité et convaincre un entrepreneur qu'on est le bon partenaire pour l'accompagner dans la durée, ça prend du temps. Parfois on gagne, parfois on échoue dans cet exercice de nouer un partenariat stratégique. Un fonds de co-investissement, c'est très simple. Un fonds vient vous voir, il vous dit voilà, j'ai trouvé une super pépite, donc j'ai déjà fait ce travail d'identification, d'analyse. Il me manque un peu d'argent pour compléter le tour de table. Est-ce que tu es intéressé, oui ou non? Et la réponse, on la donne en quelques semaines. Et donc, en fait, savoir qu'une société de gestion digne de ce nom a déjà fait tout un travail préalable d'analyse, qu'elle décide d'y aller en tant que sponsor, si je puis dire. On sait qu'il y a ce soutien qui est déjà acté. Il faut compléter le tour de table. Ça permet en fait de prendre des décisions d'investissement beaucoup plus rapidement et donc de déployer le fonds plus rapidement. Je dirais que l'horizon de placement d'un fonds de co-investissement, il est de facto beaucoup plus court qu'un fonds de LBO primaire qui va prendre du temps à s'investir dans différentes sociétés pour diversifier le risque. Et donc, on peut naturellement avoir une très, très bonne diversification dans un fonds de co-invest qui va pouvoir s'exposer à plusieurs dizaines de sociétés. Là où un fonds de LBO primaire, nous, typiquement chez Apax, quand on investit un fonds, on l'investit dans 10 sociétés. Chaque véhicule investit dans 10 sociétés. Au-delà, on estime qu'on n'est pas assez nombreux pour bien faire le job d'accompagnement et en dessous, nos investisseurs auraient trop de risques embarqués. Donc, c'est pas du tout la même notion. Je dirais qu'il faut simplement retenir ce terme de fonds de co-investissement. Vous êtes suiveur. Vous suivez un fonds qui lui-même a fait ce travail de sourcing, de trouver une entreprise et d'analyse. Nous, chez Epargnissimo, ce qu'on a trouvé très intéressant et ce qu'on trouve très intéressant au-delà de la grande compétence que vous avez chez Apax, c'est que dans le fond, entre autres APO, et on y reviendra dedans quand on soulèvera vraiment le moteur d'APO lors des prochains webinaires, c'est que il y a une garantie pour l'investisseur, c'est que quand il investit chez APO, en fait, il investit au même niveau qu'un investisseur institutionnel. C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, c'est pas parce qu'on a un véhicule d'assurance vie ou de PER sur lequel le ticket d'entrée peut être assez faible, que les investisseurs vont se retrouver avec des sociétés finalement qui seraient des queues de peloton ou qui ne seraient pas intéressantes. Et ça, c'est important que nos auditeurs ce soir le sachent. Aujourd'hui, quand vous investissez au travers d'APO, vous participez à l'investissement au même titre qu'un investisseur institutionnel, bien sûr avec un montant beaucoup plus faible, beaucoup plus petit, mais au travers de votre contrat d'assurance vie, vous investissez dans des entreprises qui aujourd'hui ont un fort potentiel de développement et de valorisation à moyen terme. Complètement. Ça, c'était quelque chose qui me paraît fondamental. Et là, on peut peut-être y revenir rapidement sur justement le mid-market, le développement et comprendre. Là, on parle des sociétés. Alors, on ne va pas y rentrer vraiment à 100%. Dans les sociétés, on y reviendra justement sur les prochains webinaires. Les derniers co-investissements qu'APO a fait,
c'est des belles entreprises sur lesquelles il y a vraiment un vrai potentiel de valorisation. Et on finira cette présentation, il nous reste 3-4 minutes sur la performance du fonds APO pour comprendre comment justement la performance se construit. Complètement. Et elle se visualise. C'est en fait une bonne synthèse de tout ce qu'on vient d'aborder depuis une bonne demi-heure. C'est que, vous l'avez compris, chez Apax, on ne fait que du capital transmission, on ne fait que du private equity dans des sociétés rentables, matures, qu'on accompagne dans leur nouveau stade de développement. On a 2 équipes d'investissement, une équipe qui investit uniquement dans des PME françaises, c'est l'équipe développement. On a une équipe qui investit dans des grosses sociétés non cotées européennes, c'est l'équipe mid-market. Et le fonctionnement d'APO, il est bête et méchant, donc ça reprend tous les termes qu'on vient de voir et c'est un bon cas pratique. Dès que l'une des 2 équipes identifie soit une PME dans un cas ou une grande société, une entreprise de taille intermédiaire, une ETI, dès que les équipes d'investissement décident de rentrer au capital en étant majoritaires, c'est ce qui nous caractérise, et APO, qu'est-ce qu'il fait? Il suit. C'est un fonds de co-investissement. Il suit les recommandations des équipes d'investissement d'Apax et il co-investit en direct dans toutes les sociétés accompagnées par la firme. C'est exactement, je rebondis sur ce que tu disais, il n'y a pas de sélection, à savoir les institutionnels auraient accès à certaines entreprises, le retail via l'assurance vie aurait accès à d'autres entreprises. Que vous mettiez 50 millions dans un fonds institutionnel ou 1 000 euros dans votre PE ou vos contrats d'assurance vie, bien sûr, ce n'est pas les mêmes fonds, ce n'est pas les mêmes tickets, mais in fine, c'est bien les mêmes entreprises que vous accompagnez. Et ça, c'est primordial. Et quand on a compris ça, je pense qu'on a compris beaucoup de choses sur le fonctionnement d'APO. Alors, on reviendra également sur les prochains webinaires sur ce qu'on appelle des fonds fermés, des fonds evergreen, etc. Tout ça, ça permet de bien comprendre. Mais pourquoi je parle de ça? Parce que ça me permet de faire la synthèse et de faire le lien sur ce dernier slide qui représente la performance du fonds APO qui a été lancé il y a finalement assez peu de temps, puisque le fonds APO, il a quoi? Il a moins de 2 ans, c'est ça? Ou il a 2 ans, 3 ans? Oui, un peu plus. On va souffler la 4e bougie là, dans quelques semaines. Voilà, mais on va dire que la collecte est de plus en plus importante. Elle a été assez modérée au début et puis au fur et à mesure les investissements. Et on voit bien en fait cette fameuse courbe qu'on appelle la courbe en J au démarrage. On voit bien qu'au démarrage, finalement, le fonds avait plus de frais que de performance parce qu'il faut d'abord qu'il y ait un premier cycle d'investissement, des premières sorties qui permettent finalement. Alors, quand je parle de première sortie, c'est que oui, quand on vend une société, quand on rentre et quand on la vend, c'est quand on la vend qu'on peut valoriser, bien évidemment, le fonds. Et tant que la société n'est pas vendue, on ne peut pas inclure avec exactitude la valeur de l'entreprise et finalement impacter la valeur de l'entreprise dans ce qu'on appelle, dans le jargon, la valeur liquidative du fonds, puisque la valeur liquidative, c'est le montant auquel le fonds est donné à un instant T. Donc voilà, c'est important de comprendre que cette valeur liquidative, elle va évoluer dans l'univers du non-coté, elle va évoluer justement de manière beaucoup moins régulièrement que ce que vous pouvez avoir sur les marchés cotés. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Et très clairement, vous avez des fonds qui vont avoir une valorisation qu'on appelle mensuelle, d'autres trimestrielle, d'autres semestrielle, voire certains annuels. Voilà, et en fonction de certains fonds, vous allez avoir des valeurs liquidatives qui vont évoluer dans le temps. Donc aujourd'hui, APO, c'est une très très bonne chose, commence à délivrer du rendement. Ça ne veut pas pour autant dire justement qu'il n'y a pas du rendement à aller chercher dans le futur. Aujourd'hui, on est à plus de 5% depuis le début de l'année, plus de 5% sur 1 an, 13% sur 3 ans. Ce n'est pas encore significatif au niveau des rendements qu'on peut attendre dans le non-coté. Mais ça commence à donner quelque chose. On commence à avoir en tous les cas une vraie visualisation de ce que pourrait être APO à moyen long terme. Complètement. On reviendra sur ce produit APO, ce fonds, lors d'un prochain épisode. Mais en effet, nous, on est ravis du bilan en 4 ans. En 4 ans, c'est plus de 400 millions d'euros qui ont été investis par des particuliers via leur contrat d'assurance vie, capitalisation et PER. Aujourd'hui, APO, il est sorti de cette courbe en J au bout d'1 an et demi, ce qui est assez honorable dans le private equity. En général, elle dure 2 ans. Donc, on a été plutôt bon dans l'exercice de la courbe en J et d'en sortir le plus vite possible. Aujourd'hui, APO, il est investi dans 26 sociétés et on est très heureux. En 2024, 2 sociétés du portefeuille ont été cédées. L'une, on a réalisé 4,4 fois la mise en 3 ans. C'est Diapason, une super PME dans la tech en France. Et l'autre société, c'est Crystal dans les services financiers qu'on a revendu 2,7 fois la mise en 3 ans. Et donc là, ça s'est cristallisé dans la valeur liquidative des porteurs de parts d'APO. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Le meilleur est devant nous. On souhaite faire 10% net par an, c'est l'objectif. Aujourd'hui, on va dire qu'on est à un peu plus de la moitié.
Et au fur et à mesure où le fonds va poursuivre ses investissements, mais surtout matérialiser des sorties, des ventes, c'est là, comme tu l'expliquais très justement, tant que la société est en portefeuille, chacun a le droit de dire combien ça vaut. Nous, on est plutôt prudent dans les estimations en cours de vie. C'est véritablement à la vente, lorsqu'un investisseur fait un chèque sur la table, qu'on peut vraiment dire combien ça vaut. Et c'est à ce moment-là où la valeur liquidative, en général, on observe un sacré bond. Merci Paul pour cette explication. Alors, il n'y a pas eu de questions, donc ça veut dire, on peut conclure que concrètement, je pense qu'on a été assez clair. N'hésitez pas à poser vos questions s'il y en a, on va y répondre avec grand plaisir. Je vais lancer un dernier sondage sur maintenant le fait que vous avez vu donc ce webinaire qui a duré 45 minutes montre en main. On a tenu le timing, on n'a pas été trop mauvais sur le timing, même pas de mauvais du tout. Donc aujourd'hui, voilà, vous pouvez investir, vous l'avez compris, au travers de l'assurance vie, du PER ou en direct. Alors, on ne l'a pas précisé, mais on y reviendra sur un prochain webinaire. C'est le ticket d'entrée du direct. Ce n'est pas forcément la même chose que sur l'assurance vie, c'est là l'intérêt. On espère que ça vous a intéressé, ce webinaire. Je vais vous soumettre également notre dernière question qui est régulière sur le fait est-ce que vous êtes satisfait de notre webinaire. Vous retrouverez bien évidemment sur notre chaîne YouTube ce webinaire qu'on vient d'animer avec Paul. Merci Paul pour ta présence, toute la réponse à toutes ces questions. Nous, on est à votre disposition, toute l'équipe. Voilà, a priori, tout le monde est satisfait. On est ravis. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour retrouver l'ensemble de nos webinaires. On se dit à très vite. Merci Paul, beaucoup, Olivier. Merci à tous encore. pour votre attention. Mais merci à toi pour ta présentation qui a été très très claire. Merci et à très vite. Excellente soirée, à très bientôt. Au revoir. À bientôt.